Bonjour et bienvenue à tous, historiens en mousse. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à la tâche pour découvrir le reste de la vie de Napoléon Ier, empereur des Français et roi d'Italie. Tout d'abord, on m'a informé que la qualité sonore était vraiment le point noir de mes vidéos, chose que je savais déjà. Et j'ai donc décidé d'y remédier. Et à défaut de pouvoir m'acheter du nouveau matériel, j'ai pris le temps d'enlever au moins en partie le souffle du micro au montage, car je maîtrise à présent déjà un peu mieux les moultes logiciels nécessaires à la création d'une vidéo, et je prie pour que la qualité de ces dernières se soit donc améliorée. Je remercie au passage les Tomatropes, dont je laisse le lien de la chaîne dans la description, pour leurs conseils avisés sur le forum de la Vidéothèque d'Alexandrie, dont je laisse le lien également. Trêve de civilité. Alors isolez-vous, éteignez les lumières, et préparez-vous à apprendre l'histoire avec moi, si tant est que vous ne la connaissiez déjà. Nous reprenons donc le train en route, et nous nous étions arrêtés à la perte française d'Haïti. Napoléon voulait, comme je l'ai dit au précédent épisode, consolider l'île pour l'utiliser comme base de relais pour la Louisiane française, qui détenait son nom de l'ancien roi de France, Louis XIV. Mais l'échec de Napoléon le força à se résoudre à vendre le territoire aux jeunes, mais déjà bien ancrés, États-Unis d'Amérique, pour la somme dérisoire, au vu de la taille du territoire bien sûr, de 80 millions de francs, bien que le franc avait alors plus de valeur qu'en l'an 2000. Toutefois, cet argent allait lui être bien utile, car à peine quelques mois plus tard, la paix d'Amiens s'effritait déjà, et le spectre de la guerre planait de nouveau à l'horizon, obscurcissant le destin de la France et de ses alliés. La guerre fut déclarée à la suite d'un incident diplomatique au sujet de Malte, mais ce n'était qu'un prétexte au bellicisme des grandes monarchies européennes au sujet du Petit Corse. Napoléon répliqua avec une série de meurtres et d'assassinats de proches de l'Ancien Régime, dont le plus célèbre reste le duc d'Enghien, qui était soupçonné par Fouché, le ministre de la police française, de vouloir usurper le pouvoir à Bonaparte, qui a agi en se croyant dans son bon droit, son pouvoir étant selon lui légitime. Cette action suscita une vive réaction dans toute l'Europe, mais personne n'osa redire quoi que ce soit en France. Les coalisés, eux, ont bien été obligés de gesticuler pour rétablir la confiance dans leur propre pays, et ainsi commença la guerre de la Troisième Coalition. Napoléon avait alors pour objectif de débarquer en Angleterre, mais il fallait tout d'abord consolider son pouvoir dans son propre pays, au risque de voir tous les acquis de la Révolution disparaître au profit d'un retour déguisé de la monarchie. Le Sénat prit alors la décision de faire élire le premier consul empereur de tous les Français, un Augustus Francorum, pour éviter l'amalgame avec les anciens Rex Francorum, roi des Francs, et Rex Franciae, roi de France. Oui, je dis Franciae, et pas Francke ou Franque, car la prononciation latine a longtemps été mal interprétée. Mais cela sera sujet lorsque nous parlerons de la culture latine. Il fut donc sacré empereur dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, par le pape lui-même. Il se faisait donc héritier par là même de l'Empire d'Occident et de l'Empire de Charlemagne, qui recouvrait une grosse partie de l'ancien Empire d'Occident. Comme vous pouvez le remarquer, les allusions à l'Empire romain sont nombreuses dans cet épisode, mais à cette époque, le retour au classicisme est très présent, en opposition à la culture plus moyenâgeuse, qui de nouveau rappelait par trop la monarchie. L'empereur sacré, il entreprit de réformer la religion, le code civil, l'économie et les relations de la France vis-à-vis de l'étranger. Les autres cours européennes n'ont guère apprécié l'autoproclamation de celui qu'ils appelleront bien vite l'usurpateur, et qui déjà rassemblait son armée. L'invasion de l'Angleterre n'ayant pu se concrétiser, Napoléon, à la tête de la grande armée, fonça à travers l'Allemagne, où il écrasa les Autrichiens à Ulm, puis les Autrichiens et les Russes à la bataille d'Austerlitz, où les empereurs Bonaparte, Habsbourg et Romanov se battirent pour la suprématie de leur camp en Europe. Les coalisés austro-russes étant vaincus et l'Angleterre ruinée par les dépenses, Napoléon créa une sphère d'influence s'exerçant sur une grosse partie de ses anciens ennemis, mais quelques mois plus tard, en 1806, la Prusse prit les armes contre la France, mais est complètement écrasée aux batailles de Jena et d'Auerstedt. Dès lors, seules les armées russes et la flotte britannique tiennent encore tête à l'empereur. Mais les Slaves sont défaits à Friedland, qui est malgré tout une victoire de justesse, à tel point que le général russe von Bennigsen fut surnommé par son camp le vainqueur de Napoléon. Toutefois, l'empereur Alexandre entama tout de même des pourparlers avec l'ogre et s'ensuivit les entrevues de Tilsit, où la paix fut signée entre les deux grands, aux grandes dames du Royaume-Uni. À ce moment-là, l'Empire est considéré comme étant à son apogée, et lorsque l'on a atteint le sommet, on ne peut que redescendre. Alors c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous donne rendez-vous ce week-end pour la suite et la fin des aventures de Napoléon Bonaparte. Au revoir, adieu ou à la prochaine, c'est selon.